Mesdames, Messieurs, chers collègues, chers étudiants, au XXe siècle, l'Afrique s'est développée. Aujourd'hui, au XXIe siècle, elle ne se développe plus, elle émerge. Le professeur Vircoulon va s'atteler dans son intervention à la tâche de mettre en lumière ce qui émerge dans l'émergence. Et c'est afin de nous permettre de mieux comprendre, de mieux appréhender cette nouvelle phase historique de l'Afrique. Le professeur Thierry Vircoulon est un ancien élève de l'ENA. Il est chargé d'enseignement à Sciences Po actuellement et à l'École des Affaires internationales. Et il est également coordonnateur de l'Observatoire pour l'Afrique des Grands Lacs et Australes, de l'Institut français des relations internationales, et il est également consultant indépendant. Ses domaines de spécialité sont la gouvernance des ressources naturelles, la réforme du secteur de la sécurité et l'analyse des risques et des conflits. J'espère en tout cas que son intervention n'en provoquera pas. Je vous passe la parole. Merci beaucoup, professeur. Je tiens d'abord à remercier les organisateurs du colloque de m'avoir invité, mais en même temps, je vois que c'est un cadeau un peu empoisonné parce que je suis le premier orateur après le déjeuner, ce qui est toujours un rôle un peu délicat puisque je dois mobiliser votre attention dans la phase de digestion qui incite plutôt au repos qu'à l'activité intellectuelle. Je vais vous parler aujourd'hui donc de l'émergence sous un angle beaucoup moins excitant que les autres interventions de ce colloque, puisque vous parlez essentiellement culture et langue, et moi je vais vous parler de choses aussi arides que l'économie et la politique. Donc je vous prierai de m'excuser après le repas, de passer à des domaines beaucoup plus arides que la culture et le langage. Alors, depuis maintenant au moins 10 ans, le terme émergence est employé pour définir la nouvelle trajectoire de l'Afrique. Ce terme a remplacé le mot de développement, qui fait aujourd'hui complètement has-been, qui est relégué dans les oubliettes du XXe siècle et qui très probablement sera banni des manuels scolaires dans quelques années. Donc au XXe siècle, l'Afrique était censée se développer. Au XXIe siècle, elle est censée émerger. Sur 54 pays, donc le continent africain compte 54 pays, 37 se sont dotés de plans d'émergence. Donc maintenant, dans le domaine du développement, on parle de moins en moins de stratégies de développement et de plus en plus de stratégies d'émergence. Mais on peut se demander si cette appellation résume vraiment la trajectoire de l'Afrique depuis le début du XXIe siècle. Alors, derrière l'idée d'émergence, ce qu'il y a, c'est l'idée qu'il y a sur le continent africain, qui est évidemment divers, hein, je me garderai bien de parler de l'Afrique, il faut parler des Afriques, mais l'idée derrière l'émergence, c'est qu'il y a des mutations profondes, des mutations sociales profondes à l'œuvre en Afrique, sociales, politiques et économiques. Il y a une urbanisation qui est très rapide. Il y a une explosion démographique aussi qui est très importante. Il y a actuellement environ 1 milliard d'Africains. Et en 2050, normalement, d'après les projections des démographes, il y aura plus d'Africains que de Chinois sur la planète. Et puis, c'est aussi l'idée derrière l'émergence que les acteurs du bas en Afrique innovent, créent des biens et des services
crée des start-up aussi, qu'il y a aussi des start-up en Afrique, et que les situations changent, et notamment la situation des femmes change aussi assez rapidement en Afrique. Et évidemment, il ne faut surtout pas oublier la question de la révolution des nouvelles technologies qui, elles aussi, se répandent sur le continent africain et connectent l'Afrique au reste du monde. Ça, c'est l'idée globale, si je puis dire, grosso modo, qu'il y a derrière l'émergence de l'Afrique. Alors, évidemment, cette vision est un peu paradoxale au moment où, en Afrique comme en Europe, et aux États-Unis et ailleurs, la globalisation est de plus en plus interrogée par les opinions publiques, que ces effets négatifs semblent l'emporter sur ces effets positifs, qu'il y a une nouvelle crise de la dette africaine qui pointe à l'horizon, et surtout qu'il y a une crise migratoire très grave, avec des centaines de milliers d'Africains qui en fait fuient l'Afrique. Donc, ça sera un peu le point de départ de mon intervention d'aujourd'hui. Premièrement, de me demander qu'est-ce que l'émergence en 2018. C'est d'abord un concept dont on use et on abuse dans tous les discours sur l'Afrique, que ce soit les discours officiels ou même les discours non officiels. Le mot émergence revient systématiquement. Alors quand on trace un peu son histoire, il a été surtout d'abord promu par un économiste néerlandais, Antoine van Akmel, que je suis sûr que je prononce son nom très très mal, dans les années 80. C'était lui le premier à utiliser le terme en quelque sorte. Après, ce terme a été repris par l'OCDE, qui avait créé un programme d'études baptisé Afrique émergente il y a une dizaine d'années. Et puis, ce terme a été repris évidemment par les organisations internationales, mais aussi les marchés financiers. Les acteurs des marchés financiers commençant à s'intéresser à l'Afrique et parlant eux aussi de marchés émergents en Afrique, alors qu'avant, l'Afrique n'était pas du tout sur leur carte. Alors, pourquoi est-ce que, à partir il y a 10 ans déjà, on a commencé à parler d'émergence, et même il y a plus de 10 ans, de quoi parlait-on quand on parlait émergence à ce moment-là ? Eh bien, on parlait du fait que les pays africains avait un taux de croissance extrêmement important, en tout cas pendant la première décennie du XXIe siècle, jusqu'en 2010, et que 6 des 10 pays avec le plus fort taux de croissance économique dans le monde étaient africains. C'était l'Angola qui arrivait en numéro 1, avec un taux de croissance de 2 chiffres, le Nigeria qui arrivait en 4e position, là je parle de 2010, l'Éthiopie qui arrivait en 5e position dans le classement mondial, le Tchad même qui arrivait en 7e position, le Mozambique en 8e et le Rwanda en 10e. Donc, dans le classement de la croissance au niveau international, on retrouvait beaucoup de pays africains dans les 10 premiers. Donc, c'était à la fois l'émergence, c'était à la fois ce taux de croissance parfois à 2 chiffres, très important, et qui a duré à peu près 10 ans. C'était des flux de capitaux privés qui commençaient à arriver en Afrique, alors qu'avant, les acteurs de marché ne s'intéressaient pas du tout à l'Afrique. C'est aussi l'émergence d'un marché de consommation et de son corollaire, une classe moyenne africaine. Et également, comme je le disais tout à l'heure, l'arrivée de la révolution numérique aussi en Afrique, avec une Afrique qui se connecte de plus en plus. Bref, l'émergence telle que elle était perçue à ce moment-là décrivait l'intégration de l'Afrique dans la nouvelle économie mondialisée, et elle décrivait en fait le fait que l'Afrique se mettait au diapason des évolutions économiques du XXIe siècle. Alors ça, c'était ce que j'appellerais un peu c'était la vision initiale de l'émergence, qui était un peu une vision artisanale de l'émergence, qui était bricolée par quelques experts des organisations internationales. Mais maintenant, on a une vision plus scientifique, ou en tout cas qui se veut plus scientifique de l'émergence,
depuis qu'a été créé l'Observatoire pour l'émergence en Afrique. L'Observatoire pour l'émergence en Afrique est un think tank d'experts africains qui a fait un travail de formalisation du concept d'émergence et qui l'a rendu public dans son premier rapport l'année dernière, en 2017. Alors, dans ce rapport, l'Observatoire pour l'émergence en Afrique définit, il doit évidemment fournir une définition claire et nette de l'émergence, et je vais vous la citer. D'après l'Observatoire, l'émergence est un processus de transformation économique soutenu qui se traduit par des performances au plan social et humain et qui prend place dans un contexte politique et institutionnel stable, susceptible d'en assurer la soutenabilité. Alors, l'Observatoire pour l'émergence en Afrique a fait un travail d'objectivation et de mesure de l'émergence que vous pouvez voir ici sur l'écran, en sélectionnant 4 dimensions et 23 indicateurs pour essayer de saisir l'émergence. Alors, comme vous le voyez, il y a une première catégorie d'indicateurs qui sont des indicateurs politiques, une seconde catégorie d'indicateurs qui sont, eux, des indicateurs strictement économiques, une troisième catégorie qui sont les indicateurs du développement humain, et une quatrième catégorie qui sont des indicateurs sociétaux. Alors, grâce à cette méthodologie, l'Observatoire fait un classement, comme très souvent dans ces cas-là, en mettant des scores au pays avec ces 23 indicateurs, des scores allant de 0 à 100, et ça leur permet de définir si les pays, ça leur permet de définir 4 groupes de pays en Afrique. Le premier groupe de pays, ce sont ceux qui le qualifient d'émergents. Le deuxième groupe, c'est ceux qui le qualifient comme étant au seuil de l'émergence. Le troisième groupe, c'est ceux qui sont dans la catégorie potentielle d'émergence. Et le quatrième groupe, il l'appelle autre, mais ça veut dire le groupe des losers, de manière triviale. Alors, parmi les émergents, donc, les conclusions de l'Observatoire sont que, d'après leur méthodologie, il y a 11 pays émergents en Afrique. On retrouve, je vous ferai grâce de la liste, mais on retrouve à leur tête l'île Maurice, qui est un grand classique des classements internationaux, l'Afrique du Sud, les Seychelles et puis quelques autres. Donc 11 pays émergents sur 54, d'après l'Observatoire. Ceux qui sont au seuil de l'émergence, donc qui sont sur le point d'émerger, on dirait, sont aussi au nombre de 11, avec en tête l'Égypte, l'Ouganda et l'Algérie. Ceux qui sont dans la catégorie potentielle d'émergence, donc qui sont des pays qui ne réussissent pas encore à mobiliser toutes leurs ressources pour émerger, c'est le plus gros contingent, c'est 21 pays d'après l'Observatoire, dans lequel il y a Djibouti, les Comores, le Libéria, etc. Et enfin, dans la catégorie autres, ceux qui sont encore très loin de l'émergence, ceux qui sont en queue de peloton, en quelque sorte, là aussi on retrouve 11 pays, avec en fin de classement le Tchad, le Soudan du Sud et la Somalie, donc des pays qui sont dans des situations de conflit, et là personne ne sera surpris. Alors, l'Observatoire de l'émergence fait cette classification par pays avec ses 23 indicateurs. Il permet aussi d'avoir une classification régionale. Voilà, alors ça vous donne une visualisation de leur classement de l'Afrique, des différents pays africains. Alors évidemment, comme traditionnellement, quand vous êtes dans le rouge, c'est pas bon. Plus la couleur est claire, mieux c'est. Et donc ça vous donne une idée très claire pour chaque pays où est-ce qu'il se trouve selon le classement de l'Observatoire pour l'émergence.
Alors, et on voit, alors en regardant cette carte, on voit aussi comment évolue un peu l'Afrique au niveau régional sur ce tableau de l'émergence. Donc on voit par exemple que l'Afrique australe est verte, ce qui signifie qu'elle est émergente. En tout cas, on voit que l'Afrique centrale, elle, est très, très rouge, orange-rouge. On a, à part le Gabon qui se trouve en vert, tous les autres pays sont dans les pelotons de queue. On voit que la situation en Afrique de l'Ouest est très contrastée, avec des pays qui sont en vert, enfin quelques pays qui sont en vert, mais d'autres pays qui sont en rouge aussi, comme la Mauritanie et la Guinée. On voit que le Mali est dans une position intermédiaire, la Côte d'Ivoire est émergente, et le Ghana est franchement émergent, il est vert foncé, tandis que vous voyez que le Nigeria, par exemple, reste dans une position de potentiel. Reste dans une position de potentiel. Alors, voilà un peu c'est l'outil, le dernier outil, si je puis dire, qui a été créé, outil conceptuel qui a été créé pour mesurer et objectiver l'émergence des pays africains. Alors, avant de questionner la réalité de cette émergence, je pense qu'il est intéressant de questionner cet outil d'analyse déjà. Et de se demander qu'est-ce que révèle l'index de l'émergence. Parce que, en fait, quand on regarde les indicateurs, quand on regarde les 23 indicateurs, on se rend compte que c'est un condensé d'indicateurs qui existaient déjà. Ils n'ont pas été inventés pour cet exercice, strictement pour cet exercice, mais ce sont des indicateurs qui sont empruntés à la littérature sur le développement humain et le développement durable. Par exemple, tous les indicateurs qui concernent les 6 indicateurs politiques sont des indicateurs qui viennent de la Banque mondiale, qui a créé, qui a voulu à un moment essayer de mesurer la gouvernance dans les pays, la gouvernance institutionnelle, et qui a donc élaboré des indicateurs pour ce faire. Et ces indicateurs politico-institutionnels sont les mêmes que vous retrouvez ici. Alors ceux de la Banque mondiale sont plus élaborés, il y en a plus, etc. Plus que 6 en tout cas. Mais ce sont les mêmes thématiques qu'on retrouve. Après, les indicateurs de la partie 3, développement humain, sont complètement issus du travail du PNUD sur le développement humain. Vous connaissez probablement tous le rapport du PNUD qui est annuel sur le développement humain dans le monde. Ce sont ces 4 indicateurs, ces 5 indicateurs viennent de là. Là aussi, dans le rapport du PNUD, annuel du PNUD sur le développement humain dans le monde, il y a beaucoup plus que 5 indicateurs, c'est beaucoup plus raffiné, si je puis dire, mais c'est exactement la même source intellectuelle, une source intellectuelle. Et donc, ce que ça nous dit, cet emprunt, alors bon, les indicateurs de société, les indicateurs sont aussi, vous les retrouverez aussi dans le rapport du PNUD, hein, qui fait un indice. Le rapport annuel du PNUD sur le développement humain se traduit par un index aussi, qui est l'indice de développement humain dans le monde. Et les indicateurs économiques que vous voyez dans la partie 2 sont des indicateurs très classiques qu'on retrouve un peu dans tous les travaux d'évaluation économique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire quand on regarde l'origine de ces indicateurs de l'émergence? Ça veut dire que ça se rattache, la filiation conceptuelle se rattache aux notions de développement durable et de développement humain. Et on voit comment, grosso modo, en 30 ans, on est passé donc, du concept un peu grossier, si je puis dire, de développement, à des raffinements, c'est-à-dire le développement durable, le développement humain, puis l'émergence. Mais on voit qu'il y a vraiment une très forte cohésion intellectuelle dans tous ces concepts.
ça permet de... Alors le fait que l'index de l'émergence inclut pas seulement des dimensions politiques et économiques, mais aussi des dimensions sociétales, permet d'éviter la confusion qui avait été faite au départ de la pensée de l'émergence entre les concepts de croissance et les concepts de développement. Parce que comme je vous le disais, la première formulation, si je puis dire, de l'émergence de l'Afrique était basée sur le fait qu'il y avait des taux de croissance à 2 chiffres dans un certain nombre de pays africains. Très vite, des économistes ont dit que le taux de croissance n'est pas un indicateur suffisant pour mesurer le développement, ou en tout cas, il ne faut pas confondre croissance et développement, ce n'est pas la même chose. Et donc, pour passer au développement, il faut prendre en compte des dimensions non économiques. On parle maintenant, dans le monde du développement, on parle maintenant beaucoup d'un autre concept qui est le concept de croissance inclusive, qui veut dire en fait la même chose que développement durable. Mais vous le trouverez dans la littérature sur le développement, c'est justement l'idée que la croissance n'est pas un indicateur suffisant pour dire s'il y a ou non du développement, mais s'il y a croissance inclusive des gens notamment sur le marché du travail, eh bien on peut parler de développement. Donc, grosso modo, quand on regarde, on analyse un peu l'index de l'émergence, on se rend compte que c'est un condensé d'autres index qui viennent de la littérature sur le développement durable et qui renvoient à des choses qui sont, à des mécanismes de développement qui sont maintenant bien connus et qui mettent l'accent sur le capital humain, notamment le fait qu'il y ait de plus en plus d'investissements dans le capital humain dans un pays, ainsi que dans les infrastructures, qui sont des éléments qui ne sont absolument pas des nouvelles du XXIe siècle, mais qui ont déjà été pensés par les économistes du développement dans les années 50. Alors ça c'est un peu pour la critique conceptuelle. Maintenant si on regarde un peu les faits, les événements et la façon dont l'Afrique évolue depuis le début de ce siècle. Il y a, alors je reviens à ce que je disais dans l'introduction, c'est-à-dire l'idée de mutation. Mutation politique, mutation économique, mutation sociétale. Ça fait à peu près 20 ans que je travaille en Afrique. 11 ans, j'ai vécu 11 ans en Afrique. Et en fait, alors c'est peut-être un effet du temps, mais on est conduit à relativiser un peu ces mutations et ces changements. Premièrement, quand on regarde la question de la mutation politique, et donc l'idée, qui est dans le discours de l'émergence, qu'il y a une meilleure gouvernance maintenant qui est en train de se développer en Afrique, c'est-à-dire des gouvernements qui sont à l'écoute de leurs citoyens et qui sont redevables démocratiquement devant leur population. L'observation montre que, en fait, depuis, et là, comme je le disais, mon point de départ, c'est le début de ce siècle, montre que s'il y a beaucoup d'élections en Afrique, il y a peu de démocratie. Il y a maintenant dans la plupart des pays africains des élections à des dates régulières, etc. Mais ça serait évidemment très réducteur de penser que la démocratie se réduit aux élections. Pour avoir une démocratie, il faut aussi ajouter aux élections l'état de droit et ajouter le respect de la minorité politique, c'est-à-dire le respect de gens qui ont perdu à l'élection. Et ça, quand vous regardez la politique des différents pays africains, c'est assez rare. Il y a eu une vague de démocratisation dans les années 90. Il y a eu des tentatives de démocratisation après les guerres civiles des années 90 dans les pays d'Afrique centrale. Mais actuellement, on est dans une vague de reflux de la démocratie en Afrique. On est dans une phase très régressive, avec une région, l'Afrique centrale, qui est encore très largement allergique à la démocratie et qui concentre beaucoup de vieux crocodiles du continent. Le président de la Guinée équatoriale est au pouvoir depuis 1979, le président du Cameroun est au pouvoir depuis 1982, le président du Tchad est au pouvoir depuis 1990, le président de l'Ouganda depuis 1986, etc. On a une Afrique de l'Est
qui semble reculer, où la démocratie semble reculer, avec les derniers événements électoraux au Kenya et avec la dérive autoritaire en Tanzanie et en Zambie. Et puis, on peut avoir certaines inquiétudes sur la partie verte, sur la photo, c'est-à-dire l'Afrique australe, puisqu'on observe quand même la montée du désenchantement démocratique en Afrique du Sud, en tout cas, et le risque de basculement vers des extrêmes politiques dans ce pays et aussi peut-être au Zimbabwe, mais on verra après les prochaines élections. Tout ça s'accompagne évidemment du fait que les fondamentalismes religieux gagnent du terrain aussi en Afrique et que c'est largement aussi le symbole du désenchantement démocratique et de ce vide d'offres politiques convaincantes qui constitue un appel d'air parfait pour tous les radicalismes religieux en Afrique et ailleurs. Alors ça, c'est pour la question des mutations politiques qui sont actuellement non pas en faveur de la démocratie, je trouve, mais plutôt en phase régressive. En ce qui concerne l'idée d'une mutation économique, je crois qu'il faut garder, je commencerai par deux faits. Le premier, c'est que, même si, comme je le disais tout à l'heure, il y a une plus grande intégration de l'Afrique dans l'économie mondiale, elle ne représente encore que 5% de cette économie, premièrement. Deuxièmement, quand on regarde un élément clé de l'économie qui est l'énergie, on se rend compte qu'avec 1 milliard d'habitants, ou près d'1 milliard d'habitants, l'Afrique, la production d'électricité en Afrique est équivalente à la production d'électricité en Corée du Sud, qui est un pays de 51 millions d'habitants. Sur la question de la production d'énergie, la Chine est la première productrice d'énergie primaire de la planète, devant les États-Unis. L'Inde est en 8e position, l'Indonésie en 9e, le Brésil en 10e, le Mexique en 15e, et l'Afrique est à la fin, complètement à la fin de ce classement. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Il y a, sur la question de la mutation économique de l'Afrique, je crois qu'il y a 3 points qui sont importants à garder en tête. Premièrement, en Afrique, il y a des mobiles, il y a les nouvelles technologies de l'information qui sont arrivées en force, mais il n'y a toujours pas d'usine. L'industrialisation du continent est toujours un projet. Et en fait, ce qu'on observe dans de nombreux pays, c'est que les économies se tertiarisent sans s'industrialiser. Donc on passe tout de suite au secteur tertiaire sans qu'il y ait le développement d'un secteur industriel. Et même dans certains pays qui ont un secteur industriel, comme l'Afrique du Sud, on voit que celui-ci est en recul du fait de la concurrence internationale qui est intense. Et notamment de la concurrence des économies asiatiques, qui, elles, sont complètement industrialisées. Deuxième point, lorsqu'on parle de changement, en fait, on voit que le paradigme de l'économie africaine, qui est le paradigme de l'extraversion ou de la dépendance, n'a pas tellement changé au XXIe siècle. On voit par exemple que les transferts, si on regarde les chiffres des transferts financiers et qu'on met ensemble ceux des migrants, ceux des investissements directs étrangers et ceux de l'aide publique au développement, on se rend compte qu'ils représentent 2,5 fois ce que les Africains investissent dans leur propre économie. Et donc il y a toujours cette dépendance financière à l'égard de l'étranger. Cette dépendance, mais ce qui est important de noter, c'est que si le paradigme de la dépendance économique ne disparaît pas, il change. C'est-à-dire qu'on n'est plus dépendant envers les mêmes acteurs. On voit clairement, par exemple, que l'aide publique qui vient essentiellement des pays occidentaux, enfin qui venait essentiellement des pays occidentaux, diminue tendanciellement et qu'elle est de plus en plus remplacée par des prêts chinois.
d'une part, et par, mais là dans une perspective bien moindre, par des investissements privés. Et donc la dépendance change de destinataire en quelque sorte, mais demeure. Cela s'accompagne d'ailleurs d'une certaine inquiétude à l'heure actuelle parce qu'il y a un risque de nouvelle crise de la dette en Afrique subsaharienne en tout cas. 8 pays sont en situation de surendettement actuellement, dont celui qui était considéré comme la success story de l'émergence, qui est le Mozambique. Le Mozambique a eu un taux de croissance à 2 chiffres pendant 10 ans et l'année dernière, il a annoncé qu'il était en cessation de paiement parce qu'il a contracté des dettes, il a contracté des dettes secrètes, enfin son gouvernement a contracté des dettes secrètes qui excèdent largement ses capacités de remboursement. Donc actuellement, 8 pays sont en situation de surendettement et 8 autres pays présentent un risque élevé de surendettement. Donc cette question de la dette, qui est une question aussi qui rappelle le XXe siècle en quelque sorte, comme vous le voyez, n'est pas terminée au XXIe siècle, et, sauf que les débiteurs ont changé. Les débiteurs ont changé. Ce qui explique aussi qu'on reste dans ce paradigme de la dépendance, c'est que si on regarde par exemple les trois facteurs de base de l'économie, le capital, le travail et la technologie, on s'apercevra qu'il y a deux de ces facteurs qui viennent d'ailleurs, la technologie et le capital, et que le seul facteur qui soit endogène à l'Afrique, le travail, c'est le travail, et que même sur ce facteur-là, il y a un certain désavantage de l'Afrique, parce qu'il n'est pas compétitif, en tout cas, il n'est pas compétitif par rapport encore aux économies asiatiques, du sud-est asiatique. Donc, cette situation de dépendance économique n'a pas changé fondamentalement entre le 20e et le 21e, sauf les débiteurs évidemment. Et même le gouvernement chinois, qui est maintenant le premier bailleur des gouvernements africains, commence à s'inquiéter de la non-solvabilité de ces gouvernements. L'ancien président de la banque chinoise d'import-export, l'Exim Bank, déclarait récemment qu'en fait, il y a peu d'États africains qui ont la capacité de rembourser les sommes prêtées selon les conditions qui ont été fixées initialement dans les prêts chinois. Un dernier point sur la question économique, c'est que si l'Afrique est de plus en plus vue comme un marché de consommation, parce qu'en effet, dans un certain nombre de pays, pas tous, hein, une minorité de pays, on voit se développer un marché de consommation essentiellement centré sur les capitales, Abidjan, Dakar, etc. Et que, évidemment, avec l'effet démographique, ce marché va augmenter, comme je le disais. En 2050, on prévoit qu'il y ait 1,2 milliard d'Africains, donc ça veut dire que ce marché de consommation va augmenter. Le nombre de jeunes aussi sur le marché du travail va augmenter. Ce qui est très préoccupant, c'est le fait que les investissements dans l'éducation et dans la formation pour accompagner cette croissance démographique soient pour le moment très insuffisants et en tout cas en deçà de ce qui s'est fait dans les pays du sud-est asiatique au XXe siècle. Et on sent bien que, en fait, le développement d'une classe moyenne et de marché de consommation se fait de manière très déséquilibrée et très porteur d'inégalités entre les territoires et entre les groupes sociaux. J'ai vécu 5 ans au Kenya, et ce qui est où il y a une vraie émergence d'une classe moyenne qu'on appelle là-bas les Chitas. Mais cette classe moyenne est complètement centrée sur Nairobi. Nairobi connaît un boom immobilier très soutenu, c'est une ville qui grossit considérablement, etc., et qui est une classe moyenne qui se développe, mais ça se fait aux dépens du déclin des deux autres villes du pays, Mombasa et Kisumu, et de l'abandon des périphéries du Kenya, qui sont assez largement négligées dans ce phénomène de croissance d'une classe moyenne et de l'urbanisation qui bénéficie essentiellement au centre, c'est-à-dire à la capitale. En ce qui concerne la mutation sociologique, donc ce dont je viens de parler maintenant, l'émergence d'une classe moyenne africaine,
Cette question a été véritablement lancée par le rapport de la Banque africaine de développement de 2011 qui était consacré aux classes moyennes africaines et qui disait que voilà, les 34% des Africains font partie de la classe moyenne. Et ça avait excité considérablement les multinationales de la consommation, de Nestlé jusqu'à McDonald's, qui s'étaient dit, s'il y a 34% des Africains qui font partie de la classe moyenne, c'est le moment de parsemer l'Afrique de McDonald's et de produits Nestlé. Depuis, ils ont beaucoup déchanté parce que, en fait, quand on regarde, quand il y a eu une réanalyse, une rétro-analyse, si je puis dire, de l'analyse de la Banque africaine de développement, on se rend compte qu'elle avait considéré qu'au-delà de 2,50 $ de dépenses par jour, on appartenait à la classe moyenne. Tout simplement parce que le seuil de pauvreté monétaire, c'est 2 $ de dépenses par jour. Or, sortir de la pauvreté, ce n'est pas simplement avoir suffisamment d'argent pour manger et ses besoins du jour X, mais c'est aussi être capable d'avoir cet argent pour les jours qui suivent, voire les mois qui suivent. Et par conséquent, il y a eu une réévaluation du travail de la Banque africaine de développement en disant qu'il faut considérer plusieurs groupes de revenus pour parler de la classe moyenne. Et que, en fait, il faut plutôt commencer de parler d'une classe moyenne en Afrique. Je dis bien en Afrique, hein, parce qu'en Europe, ça serait un chiffre, évidemment, qui vous mettrait dans la catégorie des pauvres. Mais il faut commencer à parler de la classe moyenne à partir d'une dépense de 10 $ par jour. 10 $ par jour. Et donc on dit, enfin, les études qui ont été faites après parlent d'une classe moyenne qui commencerait à 10 $, une classe moyenne basse qui commencerait à 10 $ et irait jusqu'à 25 $ de dépenses moyennes par jour, et une classe moyenne supérieure qui, elle, irait jusqu'à 50 $ de dépenses annuelles, de dépenses par jour. Et donc, du coup, le calcul devient tout à fait différent, puisque ce n'est plus 34% de la population africaine qui peuvent être classés dans la classe moyenne, mais 13. Donc à peu près 145 millions de personnes et non pas 34%. Donc certes, il y a une classe moyenne qui émerge, mais elle émerge beaucoup plus lentement que les prévisions initiales. Et elle n'a pas encore supplanté les bataillons de pauvres et surtout de jeunes pauvres qui essaient de fuir l'Afrique et se précipitent sur les côtes de la Méditerranée. Car évidemment, l'envers de l'émergence de la classe moyenne, c'est la crise migratoire, qui met en lumière l'existence des jeunes pauvres dans les pays africains, et suffisamment pauvres pour se jeter sur les routes de l'exil en quête d'une vie meilleure qu'ils pensent impossible dans leur pays. Alors finalement, pour en revenir à mon titre, qu'est-ce qui émerge dans l'émergence ? Je pense que ça a été assez largement, le concept a servi de manière un peu maladroite à expliquer la première décennie de l'Afrique, donc 2000-2010, mais ne peut plus servir à expliquer la deuxième décennie, celle que nous vivons actuellement. Mais pourtant, ce n'est pas simplement un mythe, elle met au jour certaines réalités, mais pas forcément les réalités que l'on croit. À mon sens, elle met au jour trois réalités. La première, c'est une réalité de géoéconomie, c'est-à-dire que ce qui émerge en creux dans l'émergence de l'Afrique, c'est la Chine. Parce que c'est la Chine qui actuellement tire la croissance fait la croissance de nombreux pays africains, parce qu'elle est grande consommatrice de matières premières en Afrique, et que sur tous les pays, par exemple de l'Afrique centrale, elle est le premier acheteur de matières premières. Elle est le premier acheteur de matières premières. Comme je le disais tout à l'heure, elle est aussi maintenant le premier bailleur bilatéral de l'Afrique et son premier partenaire commercial. 70% de la dette publique bilatérale camerounaise
appartient à Beijing. Donc, si demain, le gouvernement chinois revient sur sa politique de prêt assez large, consentie aux pays africains, ou s'il y a une crise économique en Chine, l'onde de choc se fera durement ressentir sur le continent africain. Donc la mutation qui me paraît importante, c'est cette mutation de géoéconomie. L'autre mutation qui apparaît dans l'émergence, c'est que le continent est très inégalitaire, comme vous pouvez le voir avec cette carte, où on va du trait rouge au vert. Les inégalités sont nombreuses, mais j'en prendrai juste un exemple qui provient du monde de notre nouvelle économie, c'est la question d'Internet. Les taux de pénétration d'Internet, donc le fait que les citoyens africains aient accès à Internet, sont extrêmement variables en Afrique. Ça va de 52% en Afrique du Sud, 57% au Maroc, à 19% en Algérie, voire 3% au Tchad ou 2% au Burundi. Donc vous voyez que sur cette question, j'ai juste pris cette question d'Internet pour illustrer les très nombreuses inégalités d'un continent qui n'est absolument pas homogène sur le plan social et économique. Et puis, enfin, même si on est sorti de l'époque des guerres civiles des années 90, on n'est pas complètement sorti des problèmes de conflit en Afrique, avec d'une part maintenant l'émergence de groupes djihadistes, et puis surtout des conflits qui sont, comme on dit en anglais, intractable, c'est-à-dire difficile, voire impossible à résoudre, en Somalie, qui est en conflit depuis 1990, le Sud-Soudan, qui était en conflit dès le lendemain de son indépendance, la Centrafrique, la RDC, etc. La RDC, c'est un conflit dans l'est de la RDC qui dure depuis 20 ans et qui est loin d'être terminé. Et donc, on voit qu'on a encore des défis considérables. Alors, pour finir, l'émergence n'est pas simplement un buzzword ou un coup de marketing politico-financier qui a été fait il y a quelques années et qui serait maintenant assez largement dépassé par les évolutions qu'on voit en Afrique. Mais je pense que c'était surtout une tentative de réduire la complexité de la trajectoire historique de l'Afrique, qui, contrairement aux rêves un peu sans doute simplistes de certains idéalistes, n'est pas une trajectoire linéaire, mais plutôt une trajectoire qui se fait en zigzag et qui n'est absolument pas homogène sur l'ensemble du continent. Et donc l'idée que la croissance, ça soit une ligne linéaire en quelque sorte, où le développement soit un phénomène linéaire, un phénomène de progrès constant dans le temps, c'était un peu l'idée qui était derrière l'émergence, et que les faits, que les faits ne viennent pas valider, ou plutôt que les faits viennent maintenant invalider en 2018. Et donc il n'y a pas de trajectoire de progrès linéaire, mais il y a plutôt un progrès en zigzag qui est fait de façon très différente selon les 54 pays du continent. Voilà, je m'arrêterai là, Monsieur le Président. Bonjour, Mehdi Haïdar de la Faculté des sciences de l'éducation de Rabat. Merci beaucoup pour votre exposé, c'était très intéressant, j'ai appris beaucoup de choses. Alors, dans votre exposé, d'ailleurs la diapositive est encore là, hein, vous parlez du Maroc en disant qu'effectivement c'est un pays qui est émergent, parce que vous le classez, vous le mettez dans le vert. Moi je me pose la question suivante, comment on mesure l'émergence dans un pays par rapport justement aux aires géographiques? Vous en avez fait allusion tout à l'heure en parlant peut-être du Ghana, si ma mémoire est bonne. Mais si vous prenez par exemple le Maroc, mon pays, vous prenez l'axe Tanger, Casa, Marrakech, peut-être pourrait qualifier le Maroc comme étant un pays émergent. Mais dès que vous dépassez ces frontières-là, hein, vous passez à un autre Maroc. Et on constate qu'effectivement, il y a véritablement des disparités, un énorme fossé entre cet axe-là que je viens de citer, celui de Tanger, Casa, Rabat, Marrakech, Agadir à la rigueur. Mais quand vous passez par exemple à l'est du Maroc ou un peu plus au sud, là on ne pourrait pas parler d'un pays émergent. Vous savez, le débat
avait fait tout de même avait fait couler beaucoup d'encre au Maroc, parce qu'on se posait la question, est-ce que le Maroc est un pays émergent ou bien est-ce que c'est un pays en voie de développement? Les officiels marocains disent que le Maroc est un pays émergent. Ils aiment bien le mettre dans la catégorie des pays émergents avec la Chine, avec l'Inde, avec la Turquie. Mais les économistes un peu plus rationnels disent que non, le Maroc est un pays en voie de développement principalement en raison de cette disparité sociale et économique entre les régions. Une autre question, et celle-là, elle est en rapport avec le tissu industriel. Là, je vous pose la question parce que je ne sais pas hein, si j'ai raison ou pas. Je ne pense pas qu'on pourrait parler d'émergence sans une industrie lourde. Un tissu industriel bien développé, comme c'est le cas en Turquie, comme c'est le cas en Inde, comme c'est le cas en Chine. Peut-être que, hormis l'Afrique du Sud, hein, mais en Afrique, moi, je ne vois pas où il y aurait peut-être véritablement une industrie lourde. Il y a toujours une dépendance vis-à-vis de l'industrie européenne occidentale. Il y a quelques usines, par exemple, je cite le Maroc, Renault à Tanger, Peugeot à Knetra. Il y a des usines au Nigeria aussi, peut-être en Égypte, mais c'est l'offshoring, c'est la délocalisation. Mais il n'y a pas véritablement une certaine dépendance industrielle et donc une dépendance économique. Voilà, merci beaucoup. Oui, bien sûr. Enfin, sur la question des disparités territoriales, je ne peux qu'être d'accord avec vous. La carte qui est sur l'écran montre qu'il y a des disparités entre régions d'Afrique, entre pays d'Afrique. Et évidemment, à l'intérieur d'un pays, il y a aussi des disparités. Je faisais référence tout à l'heure au Kenya. Je suis persuadé qu'en effet, au Maroc, c'est la même situation. Il y a un Maroc développé et probablement un Maroc sous-développé. Je ne connais pas assez votre pays, mais je suis sûr que c'est assez similaire à ce qu'on peut voir ailleurs. Donc là, oui, je ne peux qu'être d'accord avec vous. Après, sur la question industrie lourde ou industrie tout court d'ailleurs, on peut se poser la question. Comme je le disais tout à l'heure, on observe que l'étape de l'industrialisation n'a pas eu lieu en Afrique et qu'on est très souvent passé déjà au secteur tertiaire. Ce qui veut dire que les produits industriels sont fabriqués, comme vous le dites, ailleurs, etc. Et qu'il y a toujours cette dépendance. Alors je ne sais pas, vous parlez d'industrie lourde, moi je ne sais pas s'il faut parler d'industrie lourde uniquement ou d'industrie en général. Mais en tout cas, je note que les économistes font une distinction entre les grands émergents, qui sont ceux dont vous avez parlé, la Chine, la Turquie, etc., qui en effet sont tous des pays qui ont une base industrielle maintenant très développée, et les petits émergents qui, eux, sont plutôt dans la catégorie des pays sans industrie. Si j'ai bien compris, et c'est à votre conclusion, ça émerge, ça se développe, les termes changent, mais la réalité, apparemment, elle n'évolue pas. Hier, c'était l'Europe, aujourd'hui, c'est la Chine, peut-être demain, et là, c'est un peu peut-être un risque que je prends n'étant pas économiste, l'Europe et la Chine, probablement pour diverses raisons. Le poids de la Chine, l'intérêt de l'Europe pour la Chine, l'amenuisement des moyens classiques de l'Europe pourrait aussi reconfigurer, je peux dire, la répartition des tâches à cette échelle-là. C'était la première question que je voudrais poser. Et je pose cette question, si c'est clair, cette perspective peut-elle être envisagée? Enfin, moi, c'est le sentiment que j'ai. Excusez-moi, quelle perspective? Que l'Europe et la Chine se redistribuent les rôles en Afrique. Et là, je pense que c'est une chose qu'il faudra prendre au sérieux. Si cela est économiquement viable. La deuxième remarque, c'est que je lis évidemment les informations sur l'économie, les informations économiques sur l'Afrique, qui sont évidemment moins pointillées parce que c'est pour la large diffusion pour les non-initiés. Mais j'ai l'impression qu'on néglige un aspect important qui est celui-là. Les efforts consentis pour la refondation de l'éducation en Afrique.
et pour juguler aussi les problèmes classiques de santé sont, à mon niveau, très importants. Je le remarque dans certains pays francophones, dû à ma responsabilité en tant que doyen dans la coopération sous-régionale entre Dakar et Abidjan, d'autres pays francophones, le Burkina, dans le cadre du CAMES, le Conseil africain malgache pour l'enseignement supérieur, d'énormes ruptures ont été enclenchées pour faire de l'éducation le pilier du développement. Et il me semble que dans les études économiques externes, cet élément intervient très peu. Et pourtant, c'est très, très important pour la formation des élites et aussi la formation des ressources humaines de développement, pour enfin repenser autrement le développement. Je crois qu'il y a un balbutiement de repenser les catégories de développement qui ne sont peut-être pas les moyens classiques par lesquels l'Europe est passée, 19e siècle, industrialisation, etc., etc. Et puis il y a d'autres facteurs limitants, comme l'écologie, qui ne le permettraient certainement pas. Je vous remercie. Je ne dirais pas que l'Europe et la Chine se redistribuent les rôles en Afrique. Il y a un changement de rôle évident et un changement des sphères d'influence qui est évident. Mais j'emploierais pas le terme redistribution qui laisserait à penser qu'il y a une coordination et qu'il y a une entente là-dessus. Je pense que ça se fait largement sans coordination et plutôt dans le cadre d'une rivalité ou dans le cadre d'une compétition internationale, on va dire. Pour revenir un peu au vieux XXe siècle, on se rappelle que l'Afrique a été aussi une terre de compétition entre l'Est et l'Ouest sur le plan idéologique à l'époque de la guerre froide. Et on voit que maintenant, comme on est dans un siècle où il n'y a plus d'idéologie, elle est plutôt maintenant un théâtre de compétition économique entre la vieille Europe et la nouvelle Chine, en quelque sorte. Les États-Unis restant assez largement absents du continent sur le plan économique. Oui, évidemment, les investissements en capital humain dans l'éducation, c'est fondamental pour le développement. L'Europe aussi est passée par là. Hein. C'est parce qu'elle a investi aussi dans le capital humain qu'elle a pu se développer. Donc, on ne peut pas imaginer qu'il y ait une construction d'industrie sans un investissement aussi dans l'éducation. Le défi, évidemment, quand on regarde les projections démographiques de l'Afrique, le défi, c'est la massification des systèmes éducatifs. Il faut qu'ils soient capables d'absorber les bataillons de jeunes qui naissent, si je puis dire, d'une part, et d'autre part, il faut qu'ils soient capables, ces systèmes éducatifs, de les absorber en fournissant une éducation de qualité. Parce que très souvent, en tout cas dans les pays que je fréquente en Afrique, qui sont plutôt vers l'Afrique centrale, il y a une massification de l'éducation qui se traduit par le fait qu'il y a plus de 100 enfants dans une classe. Et donc, on imagine la qualité de l'enseignement dans ces conditions. Donc oui, il y a, c'est un domaine fondamental pour le développement et l'émergence de l'Afrique. Certains pays, certains gouvernements l'ont compris et sont investis là-dedans. D'autres sont encore très très à la traîne, à mon sens. Ici Béatrice Boutin de l'Université de Toulouse et puis d'Abidjan. Donc merci encore pour votre exposé très large et très éclairant. J'ai une petite question, enfin qui touche un petit domaine dont vous avez parlé. Vous avez évoqué l'importance des classes moyennes pour le développement. Et en même temps, vous avez aussi parlé de la difficulté à déterminer ces classes moyennes. Et vous avez parlé surtout des facteurs de revenus. Je voulais aussi plus de renseignements peut-être sur d'autres manières de les déterminer, par exemple avec le niveau d'études ou la CSP, ou encore mieux les valeurs. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors premièrement, comme je suis sûr qu'il y a plusieurs personnes qui viennent d'Abidjan, c'est en Côte d'Ivoire que se tient maintenant annuellement la conférence africaine sur l'émergence à l'initiative du président Ouattara. Parce que justement, la Côte d'Ivoire est considérée comme un émergent. Vous voyez, c'est en vert sur cette carte. Oui, il y a tout un débat. Alors sur les classes moyennes, il y a tout un vieux débat.
Ah oui, pardon. Oui, c'est le Ghana. C'est le voisin anglophone, malheureusement. On pourra parler du Ghana tout à l'heure si vous voulez, mais il y a tout un débat qui n'est pas propre à l'Afrique sur la définition des classes moyennes, en effet. Alors, comme vous le dites, en règle générale, on mélange les critères, pas seulement des critères de revenus, mais aussi des critères de niveau éducatif, les critères de valeur. Alors, les critères de valeur, c'est un peu les plus difficiles, évidemment, à définir. Des critères aussi de consommation, en règle générale, etc., d'urbanisation. Les critères de valeur, qu'est-ce que ça veut dire? Ça me paraît un peu difficile d'utiliser les valeurs comme critères d'une classe sociale. Est-ce que par exemple la classe moyenne aurait des valeurs fondamentalement démocratiques? Des fois les gens disent ça, mais je sais pas, j'en suis pas spécialement convaincu. Notamment quand je vois les évolutions non démocratiques dans des pays qui ont une grande classe moyenne. Donc ça me paraît un peu léger comme critère. Mais vous avez raison sur la question des classes moyennes. En règle générale, on croise plusieurs critères. Mais je serais prudent sur le critère des valeurs. Voilà. Chantal Ninacro, diplomate indépendante. Je vous remercie beaucoup pour votre communication très pertinente et très, très enrichie. En fait, vous avez dit, en répondant à la question posée, que c'est la Chine qui émerge dans cette émergence. Donc, en fait, l'émergence de l'Afrique n'est pas pour demain, en fait. Hein. Donc, malgré la carte, si j'ai bien compris, c'est la carte de la think tank, l'Observatoire... pour l'émergence. L'Observatoire de l'émergence en Afrique. C'est une think tank africaine qui a repris les critères d'évaluation de la Banque mondiale. Entre autres, oui. Entre autres. Banque mondiale et PNUD et d'autres organisations. Exactement. Donc, en fait, qu'est-ce qu'ils ont apporté, eux, de nouveau pour que ça se différencie? Parce que même le PNUD et la Banque mondiale font aussi leur rapport. Ça, c'est le rapport, une carte du rapport de 2017. Donc, en fait, ça change tout le temps. Puisque tout à l'heure, vous nous aviez dit, par exemple, il y a une dizaine d'années, effectivement, avec la croissance, l'Angola, justement, parce que là, on voit l'Angola en rouge, ce qui est aberrant. Il y a encore 8 ans, on parlait de l'Angola autrement. Et voilà, exactement. Donc, en fait, c'est vraiment très aléatoire, tout ça. Voilà. Aléatoire, je pense pas, parce que quand on regarde les différents indicateurs qui proviennent des différentes organisations, etc., et qu'on les compare, on retrouve la plupart du temps les mêmes chiffres. Donc la mesure de la réalité est la plupart du temps la même. Qu'est-ce qu'ils ont apporté de nouveau, l'Observatoire pour l'émergence en Afrique? Disons qu'ils ont synthétisé des indicateurs. Voilà. On va dire qu'ils ont synthétisé des indicateurs qui existaient dans d'autres organisations et qui se sont concentrés, eux, parce que l'ONU a une vocation mondiale, etc. Donc c'est le rapport sur le développement humain du PNUD, c'est sur le développement humain dans le monde. Eux, ils se sont focalisés sur cette problématique de l'émergence africaine. Oui, l'Angola est un bon cas, mais comme le Mozambique, du retournement des choses qui peut se faire très très rapidement. Comme vous le disiez, avant la crise pétrolière, enfin avant la baisse des cours du pétrole, l'Angola était dans une situation financière très confortable, comme le Tchad d'ailleurs, et comme le Mozambique. Mais le retournement des cours sur les marchés mondiaux s'est traduit par des défauts de paiement très rapidement. Ça n'aurait pas dû avoir lieu. Parce que les milliards de dollars, de pétrodollars accumulés pendant la première décennie de ce siècle auraient dû leur permettre d'avoir un matelas financier pour amortir la chute des cours du pétrole. Or, qu'est-ce qu'on a découvert au lendemain de la baisse des cours du pétrole? C'est que ce matelas financier n'existait pas. Il n'existait pas parce que la rente pétrolière, en grande partie, s'évapore
dans ces pays. Elle s'évapore, évidemment, avec la complicité des gouvernants et des compagnies pétrolières. Du coup, dès qu'il y a ces pays restent très fragiles économiquement. Donc il y a là un élément de continuité très fort avec ce qui se passait au XXe siècle, comme je le disais, où on est toujours dans le paradigme de l'extraversion économique, donc des pays qui sont très dépendants de l'évolution des marchés internationaux et qui n'épargnent pas quand ils devraient épargner. Et qui donc, dès que le marché se retourne, eh bien, se retrouvent sans le sou et se retrouvent en défaut de paiement et doivent faire des acrobaties financières maintenant pour boucler leur fin de mois, acrobaties qui, en règle générale, les conduisent un peu plus vers la Chine, parce que depuis que un certain nombre de ces pays producteurs de pétrole se sont retrouvés endettés, ils ont demandé au gouvernement chinois de les aider un peu en assouplissant les conditions de remboursement, etc. Évidemment, l'autre facteur de dépendance, ce sont les compagnies pétrolières qui, elles aussi, assouplissent leurs conditions ou en tout cas étendent la durée de leur garantie financière. Et donc il y a des montages dont je ne rentrerai pas dans le détail ici parce que ce n'est pas l'objet. Il y a des montages financiers qui sont assez acrobatiques et qui accentuent la dépendance politique et économique de ces pays à l'heure actuelle. Oui, moi je résiste une petite contribution à y apporter. Donc je me pose la question à savoir ces termes ou ces notions émergence, développement, qu'est-ce qu'ils ont pu apporter en Afrique, au quotidien des Africains, d'autant plus que ça reste la même chose, la situation, comme il l'a disait tout à l'heure, la réalité reste la même. Donc je me demande bien si, en essayant d'établir ces notions-là, on prend en compte également donc, les réalités sociales, économiques même africaines, d'autant plus qu'il y a des différences entre ces sociétés européennes. Donc ces indices qui ont permis d'établir le PIB ou le produit ou le PNB, donc je pense qu'on ne peut pas reproduire ces mêmes schémas-là également dans un contexte beaucoup plus différent. Exactement. Donc l'idée, c'est, je pense qu'en essayant de mettre en place ces notions-là, c'est qu'on fait comprendre à l'Afrique qu'il y a un retard, il y a quelque chose, où il y a des chemins, des sentiers à suivre pour pouvoir atteindre le niveau que nous avons atteint. Alors que le monde attend autre chose de l'Afrique. Le monde attend autre chose de l'Afrique, d'autant plus que nous voyons ce qu'a donné le développement tant crié de l'Occident ou de l'Europe d'une manière particulière. Donc le développement dont on aspire, elle a ses conséquences, elle a ses revers. Donc on peut imposer ou trouver un autre modèle, donc essayer d'attendre autre chose de l'Afrique en trouvant, je pense, que des modèles beaucoup plus corrects en quelque sorte. Oui, bonjour monsieur. Luc Nguyen Angelo, directeur de mission chez Aura et ancien à l'IGS. Je vous remercie vraiment pour vos éclairages. Et par rapport à votre carte, si j'ai bien compris, parmi les pays qui émergent, il y en a qui émergent les uns plus que d'autres et certains qui coulent, qui n'émergent pas du tout, a priori. Selon vous, ces pays-là doivent-ils passer par le processus d'industrialisation qu'ils n'ont pas fait pour pouvoir émerger? Et également, selon vous, quel est le rôle de la diaspora africaine par rapport à l'émergence de l'Afrique? Merci. Alors, deux grandes questions. La première, c'est la question des modèles de développement. C'est une vieille question qui remonte aux années 60 qui, en effet, dit qu'il peut y avoir, il y a plusieurs. L'histoire montre qu'il y a eu plusieurs modèles de développement. La Chine ne s'est pas développée de la même façon que l'Europe. Les États-Unis aussi, ça a été différent, etc. Et donc, si l'Afrique, si les pays africains ont un autre modèle de développement ou suivent un autre modèle de développement, parce que le problème dans le développement, si vous voulez, c'est que c'est un concept à double, qui est un peu piégé dans la mesure où on peut à la fois le penser comme un phénomène fait par un gouvernement, puisqu'on parle de plan de développement, de stratégie de développement, etc., et un phénomène historique qui échappe assez largement aux acteurs et qui se fait comme ça par l'ajout de facteurs divers et variés, mais qui échappe à l'action politique ou économique en quelque sorte. Donc, alors moi, si je prends le développement dans le sens plan de développement, donc quelque chose qu'on pense, qu'on conceptualise et qu'on met en œuvre.
J'attends que les pays africains inventent leur modèle de développement. Il y a eu des tentatives au XXe siècle, mais qui ont fait l'enfeu. Je vois qu'il y a ici des gens qui ont les cheveux blancs, donc ils sauront de quoi je parle. Par exemple, le socialisme bantou, grand modèle de développement des années 70, a fait l'enfeu assez rapidement. La zaïrianisation de Mobutu, voie africaine vers le développement, bon, ça fait aussi l'enfeu. En Tanzanie, la voie socialiste vers le développement, ça a fait l'enfeu aussi. Donc on attend, personne ne dénie aux pays africains le fait de pouvoir inventer un nouveau modèle de développement, mais on attend que ça se fasse. Et maintenant on est en 2018. Et on n'est plus à un temps, comme je le disais, les idéologies sont terminées, donc on n'est plus à un temps où on peut un peu avoir des idées, enfin pas innovantes, mais des idées originales et novatrices qui ne soient pas sanctionnées par le marché. Maintenant, c'est le marché qui sanctionne ces idées. Soit elles marchent, soit elles ne marchent pas. Et on en voit assez rapidement les effets. Donc oui, si des pays africains inventent une nouvelle voie pour le développement, ça sera une très bonne chose. Le problème, c'est que les tentatives très partielles qui ont été faites à niveau de certains États au XXe siècle n'ont pas réussi. Ce qui m'amène à la question de l'industrialisation, parce que ça renvoie à cette idée, à la limite, on pourrait dire pourquoi il n'y aurait pas un développement sans industrialisation, finalement, en Afrique. On pourrait faire ça. Peut-être, mais comme je le disais tout à l'heure, moi je ne suis pas un spécialiste d'économie, mais je crois que dans les cercles économiques, les gens qui pensent qu'on peut se passer de l'industrialisation pour se développer sont quand même assez minoritaires. Et que même s'il ne faut pas une industrie lourde, comme on disait tout à l'heure, mais il faut quand même qu'il y ait une capacité locale de produire le minimum, en quelque sorte, pour son marché local. Si vous voulez, c'est un peu comme le problème de l'Inde et de la Chine. Le problème de l'Inde, vis-à-vis de la Chine, c'est qu'elle est de moins en moins compétitive sur son marché. Les produits indiens sont de moins en moins compétitifs sur le marché indien à cause des importations chinoises qui battent leur prix. Et donc ça risque ça met en péril une partie de l'industrie indienne, évidemment. Et en Inde, on considère que l'industrie est fondamentale. De même que dans tous les autres pays du sud-est asiatique qui se sont développés, on considère que cette phase industrielle est indispensable. Donc je ne pense pas qu'on puisse s'en passer. Je ne pense pas non plus qu'il faille développer l'industrie à tout crin. Je pense qu'il y a un juste milieu, mais ce qui est assez préoccupant, c'est que dans le système de transfert de l'industrie sur la planète, donc grosso modo sur les 30 dernières années, une grande partie des industries qui se trouvaient en Europe et aux États-Unis ont été délocalisées sur la Chine et sur le sud-est asiatique. Certains économistes disent que la prochaine étape de cette délocalisation, avec la montée des niveaux de vie et des salaires en Chine, ça sera vers l'Afrique. Et il est vrai qu'un certain nombre de pays africains, comme l'Éthiopie par exemple, jouent cette carte en disant on va attirer des usines qui se délocalisent de la Chine et du sud-est asiatique vers l'Afrique. Il y a deux bémols à ça. Le premier bémol, c'est que sur le contenu en emploi de ces délocalisations diminue à chaque fois. C'est-à-dire que le nombre d'emplois transférés de l'Europe à la Chine diminuait, et si on transférait les usines qui sont en Chine à l'Afrique, ce nombre d'emplois diminuerait aussi à cause des évolutions technologiques qui font que dans la production industrielle actuelle, on a de plus en plus de machines et de moins en moins de gens. Donc, même si on s'inscrit dans ce schéma de transfert de l'industrie, qui s'est d'ailleurs toujours fait initialement sur les industries polluantes, la première chose qu'on a délocalisée, c'est les industries qui puent.
Donc la pétrochimie, tout ça, tout ce qui est pu et dangereux, on l'a transféré en Inde et en Chine. Et maintenant, on peut se dire, bah, ça sera transféré, maintenant que les Chinois et les Indiens en ont assez aussi de la pétrochimie, on la transférera chez les Africains. Mais à chaque fois, ça se fait avec un contenu en emploi qui est moindre. Et d'autre part, il y a aussi des économistes qui disent qu'il n'y aura pas ce type de transfert, tout simplement parce qu'il n'y a pas le tissu économique en Afrique nécessaire pour le recevoir, alors que ce tissu existait en Inde. Ce tissu, c'était quoi? Existait en Chine, pardon. Ce tissu, c'était quoi? C'était une main-d'œuvre immense et très peu payée. Mais qui avait quand même un niveau de qualification minimal nécessaire. Et ce niveau de qualification, vous ne l'avez pas actuellement en Afrique, en tout cas pour beaucoup d'industries, et certains économistes disent même que le coût actuel de la main-d'œuvre africaine est encore trop cher pour qu'il y ait une délocalisation profitable. Après, sur le rôle de la diaspora, bon, ça nous entraînerait dans un grand débat sur l'émergence. Le point que j'ai souligné tout à l'heure, c'est un point parmi tant d'autres, c'est-à-dire que la diaspora transfère de l'argent en Afrique et que cet argent, évidemment, a un effet de boost dans un certain nombre d'endroits. Il y a eu beaucoup de débats à une époque sur les remittances, sur ces transferts financiers, etc. Je ne connais pas par cœur, mais il ne faut pas, ils sont importants, mais il ne faut pas non plus les surestimer. Ce ne sont pas avec les remittances qu'on va réussir à développer un pays africain. Ça ne suffira pas. Jean-Michel Benayoun, Université Paris Diderot. Merci d'être venu et je suis ravi que vous soyez notre invité. Et je regrette deux choses. D'abord que vous ayez fait allusion aux cheveux blancs et à la couleur des cheveux de quelques-uns parmi nous, mais cela m'autorise à prendre la parole et à vous dire ce que j'ai à vous dire. Effectivement, mes cheveux blancs, couleur que vous n'avez pas, me rappelle que quand j'ai passé le baccalauréat, l'Afrique était déjà au sujet, enfin ça faisait partie des sujets en histoire-géographie au baccalauréat. Il y avait déjà une carte qui ressemblait plus ou moins à celle-ci, à ceci près que les couleurs étaient brassées. Et je suis d'accord avec madame, en 2010, c'est vous-même qui l'avez dit, le Mozambique, le Tchad étaient dans les pays à croissance à 2 chiffres. Alors vous avez effectivement donné des raisons. Ça, c'est le premier point, et vous êtes notre invité, et je ne voudrais pas que vous entendiez ce que je vais dire comme une critique. Je n'ai pas l'habitude de critiquer nos invités. Nous parlons depuis hier de développement. Nous parlons de développement humain, de développement durable, et nous parlons de linguistique du développement. Les personnes qui sont ici s'intéressent au développement. Votre introduction a visé essentiellement à dynamiter le terme développement en disant qu'il était has-been. Je me permets de reprendre votre expression. C'est un terme has-been qui figure, figurez-vous, sur l'affiche qui est là. C'est un terme has-been qui est au programme et inscrit dans les thèmes de recherche d'un de nos laboratoires. Et je ne m'explique pas cette forme de brutalité. Je pourrais comprendre éventuellement la suite de votre présentation comme une volonté de présenter la réalité la plus froide possible. Je ne vais pas reprendre brutal, mais quand même, c'est derrière. Je peux le comprendre. Je peux tout à fait le comprendre. Ce que je voudrais que vous disiez, et vous avez commencé à le dire dans les réponses aux questions, c'est que, premièrement, vous parlez avec un point de vue qui est le vôtre. Vous n'êtes pas économiste, mais vous avez été sur les bancs des écoles, assis à côté de gens qui sont devenus des économistes et qui font certainement partie de vos réseaux. Vous n'êtes pas économiste, ça m'autorise aussi à vous interroger sur ce point-là. C'est que vous n'avez donné que des indicateurs qui sont repris par les économistes.
Alors qu'en fait, ce que vous ont dit 2 ou 3 personnes, c'est que dans le développement, dans l'aspect durable de ce concept, donc dans sa durabilité, il y a le facteur humain. Et le facteur humain, c'est ce que nous disons depuis hier. C'est dommage que vous n'ayez pas été là. Le facteur humain, c'est ce qui nous amène à remettre en perspective notre objet d'étude. Pas simplement à changer les couleurs entre l'année où je passais le baccalauréat et cette année où d'ailleurs l'Afrique est encore au programme, je crois, du bac ES. Avec des couleurs du reste dans les bouquins qui sont sensiblement celles-ci. La mise en perspective d'un objet d'étude, ça nous impose de déterminer de nouveaux critères. Ça nous impose de déterminer de nouveaux paramètres. Et d'analyser autrement le terrain, d'analyser autrement le contexte sur lequel nous allons produire des chiffres. Vous coordonnez l'observatoire, et je suppose qu'à ce titre, vous n'êtes pas simplement là pour permettre aux gens d'observer. Vous leur demandez de fournir, 1, des explications, 2, de proposer des stratégies. Je suppose que c'est un de vos rôles. Oui, merci. Non, je pense que tous les invités sont critiquables. Au contraire, ça me paraît nécessaire. C'est comme ça qu'on fait le débat. 2 choses. Premièrement, je ne fais pas partie de l'observatoire dont je vous ai parlé sur l'émergence. Je présente, et au contraire, qu'il n'y ait pas de malentendu, j'ai fait une critique du travail de l'observatoire en mettant en évidence plusieurs points. Donc voilà, premièrement, je n'adhère pas complètement au point de vue de l'observatoire, et comme je le disais, ce n'est qu'une méthodologie qui est un condensé d'autres méthodologies. Ensuite, has-been, non, puisque le développement n'est pas has-been, puisque ce que j'ai essayé d'expliquer dans mon propos, c'est que le mot émergence n'est en fait qu'une actualisation du langage du développement à notre époque, par rapport à ce qui a été dit il y a 15 ans sur le développement durable et sur le développement humain, etc. Et donc, en fait, cet à la fois discours et politique de l'émergence est assez largement un effet de langage, un effet d'actualisation du langage, et n'apporte pas grand-chose de nouveau sur, comme vous le dites, ces cartes qui se ressemblent un peu toutes dans le temps, finalement, et ne change pas grand-chose. Oui, le facteur humain est fondamental. Alors, les économistes ne sont pas complètement allergiques au facteur humain. Comme je le montrais tout à l'heure, il y a quand même sur cet index, alors comme je le dis, je ne le défends pas, je ne suis pas là pour faire la promotion de cet index, qui est un travail de synthèse, mais vous voyez qu'il y a quand même une grosse partie sur la société, une grosse partie sur le développement humain, donc ce n'est pas un index économique, ce n'est pas une vision uniquement économique qu'ils ont voulu mettre sur la question de l'émergence, loin de là. Ils ont essayé de synthétiser, au contraire, j'aurais tendance à dire qu'ils ont essayé de synthétiser trop large. Trop large. Et donc oui, le facteur humain est fondamental. Encore faut-il être capable de le percevoir. Et il y a, alors on peut discuter en effet des indicateurs qui concernent les évolutions de société divers et variés, comme évidemment l'accès à la santé ou les relations de genre ou les inégalités dans la société, etc. Ça fait l'objet du débat économique en tant que tel, mais plus généralement d'un débat de ces index, des gens qui élaborent ces index, sur la mesure de ces évolutions. Donc le facteur humain est loin d'être ignoré, Mais il est en effet particulièrement difficile à définir. Et par exemple, la question des relations de genre, est-ce que les femmes ont plus ou moins de droits, ou pas plus ou moins de droits, mais plus ou moins de marge de manœuvre et d'action dans telle ou telle société, est évidemment quelque chose de très délicat à mesurer. Très délicat à mesurer. Parce qu'il faut faire référence justement aux valeurs de cette société.
Je m'interrogeais sur le concept que vous avez évoqué de l'extraversion de l'Afrique, parce que ce que vous avez dit me rappelle très directement le cas de l'Amérique latine, notamment par rapport à cette perpétuation des situations d'infériorité ou de stagnation malgré tout, qui a été très analysée avec toute la théorie de la dépendance et comme quoi les pays, même une fois industrialisés, parce qu'en Amérique latine, on a commencé à se poser les questions sous ces termes-là, une fois que les industries avaient déjà été délocalisées là-bas, surtout au Brésil, mais aussi en Argentine et ailleurs. Et comme quoi ce rapport de soumission restait. Et donc, on a un peu utilisé les concepts de centre et périphérie pour mieux rendre compte de cette situation, de cette soumission et de cette impossibilité de franchir certaines barrières qui sont invisibles lorsqu'on parle en termes de développement ou de la course au développement des pays en voie de développement, comme si justement il s'agissait d'une course où la performance des uns n'a aucun effet sur la performance des autres, si ce n'est que de les attirer vers l'avant. Comme c'est le cas lorsqu'on dit que voilà, si la Chine stagne ou si la demande en Europe ou aux États-Unis baisse, alors les pays exportateurs vont s'enrhumer assez facilement, etc. Donc, on ne va pas inventer encore tout le discours sur l'impérialisme, mais je m'interrogeais sur est-ce qu'on observe dans les flux africains, commerciaux, humains, culturels, une évolution à l'intérieur de l'Afrique même? C'est-à-dire si avec ces changements de rôle entre la Chine aujourd'hui, l'Europe avant, on observe des flux plus intenses entre, je ne sais pas, les pôles émergents, l'Afrique du Sud et les pays voisins, où on observe plus d'échanges à l'intérieur de l'ère africaine qu'avant, ou est-ce qu'au contraire, il y a aussi une immobilité par rapport à ça? Merci. Oui, c'est un point très important en règle générale, cette question du commerce, des échanges intra-africains, d'autant plus a été créée, comme vous le savez, au début de l'année, une grande zone de libre-échange en Afrique. Tous les pays africains n'y ont pas adhéré. Par exemple, le Nigeria et l'Afrique du Sud ont refusé d'y adhérer parce qu'ils considèrent qu'ils y perdraient plus qu'ils ne peuvent gagner. Mais en effet, c'est considéré dans la vision du développement comme une des solutions de développer les échanges entre pays intra-africains. Cette zone de libre-échange est encore très théorique, elle est surtout sur le papier pour le moment plus que dans la réalité. Et en fait, le cœur du problème, c'est que pour développer les échanges intra-africains, il faut qu'il y ait des choses à s'échanger. C'est-à-dire qu'il faut qu'un pays A ait besoin de la production, d'une certaine production du pays B voisin ou à côté, etc. Or, dans une grande partie de l'Afrique, les productions sont les mêmes. Et donc, on ne va pas s'échanger la même chose puisqu'on la produit chez soi, en tout cas dans la partie Afrique centrale et aussi dans la partie sahélienne. Les systèmes de production sont les mêmes. On produit plus ou moins la même chose et ce qu'on ne produit pas, du coup, on l'importe. Alors, c'est pour ça que la question revient après sur la question de l'industrialisation, qui serait que certains pays qui sont plus en avance que d'autres dans ce domaine-là pourraient du coup alimenter les échanges intra-africains en eux vendant des produits industriels que les autres pays africains n'ont pas. Donc c'est un débat ou une préconisation qui est souvent faite dans les documents de politique économique en Afrique. Mais pour revenir à cette question des échanges intra-africains, il faut qu'il y ait une complémentarité des économies
pour que ces échanges puissent augmenter considérablement. Quand je regarde la zone Afrique centrale, ce sont des économies qui produisent la même chose, et donc elles ne vont pas s'échanger ces produits, à moins qu'il y ait tout d'un coup des différentiels de prix qui soient imposés par des taxations diverses et variées, ce qui irait à l'encontre d'un certain nombre d'accords justement intra-africains qui ont été conçus dans le cadre de blocs économiques régionaux. Mais ce que vous dites s'inscrit, comme je le disais, dans cette nouveauté qui était la création d'une grande zone de libre-échange. Mais cette zone de libre-échange, pour le moment, n'a pas de réalité sur le terrain africain. Elle est à mettre en œuvre, ça fait partie des grands projets, avec déjà des pays, les pays les plus importants économiquement du continent, qui se sont dissociés de cette initiative. Bien. Moi, ma dernière question, c'est la suivante. Je me suis laissé séduire par l'intitulé de votre intervention. Et je vois par contre que vous avez surtout répondu à qui émerge, au lieu de qu'est-ce qui émerge dans l'émergence. Donc vous nous avez indiqué surtout quels sont les pays, vous les avez classés en fonction de cette émergence. Et moi j'aimerais savoir, bon, ça sera peut-être l'objet de votre prochaine conférence, par rapport aux critères, aux indicateurs qui ont été donnés. Il y avait 4 groupes d'indicateurs, donc politiques, économiques, humains et sociétaux. Et est-ce qu'il y aurait dans les pays émergents, qui émergent, priorité de l'un de ces blocs? Une priorité, une présence plus importante de l'un de ces blocs d'indicateurs. Est-ce que, par rapport aux indicateurs, il y aurait des indicateurs, 4 ou 5, qui seraient présents dans tous ces pays de façon prioritaire? Par prioritaire, vous voulez dire plus importante? C'est-à-dire, est-ce qu'il y en aurait un qui favoriserait plus le développement, l'émergence? Non, je crois que ça serait... je pense pas que ça soit possible de dire... là, il y a 23 indicateurs et c'est déjà court, en quelque sorte. Donc je pense pas qu'on pourrait dire, voilà, on peut réduire le secret du développement à 5 indicateurs, etc. S'il y a ces 5 indicateurs dans un pays, ça veut dire qu'il est vraiment voué au succès, etc. Je pense que ça serait utopique et probablement dangereux. 23 indicateurs, c'est déjà, comme je disais, quelque chose de court. Vous avez raison, qu'est-ce qui émerge? J'ai peut-être plus répondu à la question qui émerge, mais qu'est-ce qui émerge en fait? C'est une nouvelle configuration géoéconomique. C'est ça qui émerge à l'heure actuelle, avec une Afrique qui est maintenant le théâtre de rivalités économiques de plus en plus aiguisées, mais qui sont aiguisées surtout... beaucoup moins du côté des Occidentaux, qui sont plutôt sur le retrait, que du côté des nouveaux pays émergents. Parce que, évidemment, si la Chine est le premier, s'est imposé avec une politique très très forte de prêts et d'investissements financiers en Afrique depuis le début de ce siècle comme le premier partenaire du continent, il y a derrière l'Inde, il y a derrière la Turquie, il y a derrière le Brésil. Alors, le Brésil a subi sa politique africaine a subi des déconvenues, mais il y a les autres pays émergents qui, eux aussi, en quelque sorte, veulent leur place en Afrique. Le meilleur symbole de ça, que vous pouvez voir, c'est la multiplication depuis 10 ans des forums, forums bilatéraux entre un pays et l'Afrique. Avant, c'est-à-dire avant l'époque du vieux siècle, il y avait trois sommets bilatéraux. Vous aviez le sommet France-Afrique, vous aviez le sommet Japon-Afrique, et vous aviez le sommet déjà à la fin du XXe siècle, Chine-Afrique. Maintenant, vous avez un sommet Turquie-Afrique, vous avez un sommet Israël-Afrique, vous avez un sommet Brésil-Afrique, etc., etc. Donc on voit bien la multiplicité des partenaires, mais aussi des concurrents
sur le théâtre africain. Et ce qui émerge véritablement dans cette question dans l'émergence, c'est une nouvelle configuration géoéconomique de notre monde. Merci. Bien, merci beaucoup.